Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Alex. Hello, salut. Ça va ? Ouais, très bien. Ah, j'adore. Alors, on venait juste avant de se dire je ne sais pas ce qui va se passer et là c'était vraiment salut. C'est le salut pas fou quoi. C'est le salut, je suis pas à l'aise. Ouais. Comment oui, c'est à l'intérieur de toi là? C'est quoi? C'est des... T'as des appréhensions? Tu te dis des choses? Non, des petits nuages, très bien. Voilà, j'aime bien l'aventure, donc allons-y. Des nuages, c'est-à-dire? Des petits nuages doux sur lesquels on flotte et il va se passer des choses qui vont nous transporter en voyage. Ah, c'est cool, d'accord. C'est pas les nuages de pluie là qu'on va avoir c'est bientôt. c'est positif. J'adore. Alors ça va bien se passer, on va se rassurer tout de suite. Et nos auditeurs, on part en voyage comme d'habitude. Parfait. Et ça va bien se passer. D'autant plus que le mot voyage, je dis jamais ça. Je dis jamais qu'on part en voyage, mais je pense que t'es quand même un voyageur et c'est comme ça qu'on s'est connus il y a 2016, non? 2017? Ouais, je pense par là ça, à peu près. Carrément. On s'est connus à l'époque lorsque nous étions des travel blogueurs. Exactement. Donc, moi avec les exploratrices et toi, comment est-ce que t'es venue avoir un blog voyage en fait? C'est quoi le lien pour toi entre le voyage et ton être? Ça a commencé pendant mes études. Je suis parti en Argentine en 6 mois d'échange là-bas. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait autre chose que la France. Même si j'étais allé en Espagne, je suis franco-suisse aussi, donc j'allais souvent en Suisse. Italie, mais c'était Europe. Ouais. Et là, vraiment, en Argentine, j'ai adoré. C'était une super rencontre des cultures, des personnes culinaires, l'art aussi, beaucoup de street art, plein de voyages. J'ai pu un peu tourner autour en Brésil. J'ai un cousin au Brésil aussi. Et donc en revenant de mes études d'Argentine, je me suis dit que j'avais vraiment envie de continuer et de partir plus loin. Et j'ai fait un voyage d'1 mois et demi avec un ami. Ma copine de l'époque m'avait rejoint. C'est avec elle ensuite en fait qu'on a créé le blog Buenos Pierres, avec lequel on s'est rencontrés. Et ça a commencé comme ça. Donc après on est reparti pour très loin et on en reparlera peut-être tout à l'heure. On est parti dans le Pacifique après 1 an et demi et ouais, ça a commencé comme ça tout doucement. Ouais. Qu'est-ce que ça te permet d'être ou de faire le voyage? Si tu reviens au Alex en Argentine il y a quelques années, parce que tu n'es plus étudiant. Qu'est-ce que ça te permettait de voir de toi, d'exprimer de toi, de faire, de t'autoriser? C'était mon côté, j'allais dire sauvage, ça fait un peu bizarre. Le côté sauvage, créatif, qui a besoin d'aventure, de sport, d'adrénaline. La découverte en fait. J'avais déjà peu de repères à l'époque quand j'étais jeune. C'est-à-dire que j'avais peu confiance en moi. D'accord. Et je pense que j'avais besoin aussi de ça, justement, pour voir l'étendue de ce que je ne connaissais pas. Et donc de découvrir d'autres personnes, de sentir, en fait, un peu le pouls de tout ce qui est autour de soi. Parce que je savais quand même déjà à l'époque que tout était possible. Que j'allais pouvoir me débrouiller. Mais j'avais besoin de voir aussi tout ce qu'il y avait autour d'autres cultures, d'autres mentalités, d'autres manières de voir les choses. Ouais. Et puis comme j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, apprendre aussi des langues, l'espagnol ça a très vite été une langue que j'adorais. J'ai ma marraine qui est espagnole, je suis franco-suisse mais je suis beaucoup plus fan de Nadal que de Federer. Et donc je savais que le côté espagnol ça allait me plaire. Et vraiment l'Argentine c'est un mélange aussi de beaucoup de cultures. Il
il y a toute l'influence française déjà de base, européenne aussi, et puis après c'est proche de la Colombie, de la Colombie, de toute l'Amérique du Sud, et voilà, ça m'a permis de m'émanciper, de matcher aussi avec les valeurs que je pouvais avoir de l'Espagne sur tu vois, le côté, on va dire, famille, solidarité, joie de vivre, musique, ouverture d'esprit. Et je suis parti après dans d'autres pays en Amérique du Sud, et je pense qu'un jour j'y retournerai sûrement. Ouais. Et c'est des choses que tu te permettais pas d'exprimer ou d'extérioriser quand tu étais sur le même territoire d'origine que tes parents? Comme là c'est moi qui avais choisi d'y aller. En effet, j'avais choisi de me rapprocher de ces valeurs, ces identités, ces vibes. Et du coup, oui, je pense. Et puis j'étais aussi, tu vois, t'es étudiant, t'es seul, tu découvres un nouveau pays, t'as quand même plus de liberté. T'as pas le carcan, le côté, tu vois, plus rassurant avec les règles et les devoirs. T'as mis un océan là en plus. Voilà. Et là c'est très loin. Il y a la mer. Des montagnes, un océan. C'est ça. Une sacrée distance. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que moi, si je fais le parallèle, je suis partie en Australie, moi, pour ma dernière année d'études, quand je faisais mon MBA là-bas. Et à l'époque, j'avais un Skyblog. RIP les Skyblogs. J'ai connu, ouais. Et je racontais vraiment mon expérience de Frenchie en Australie sur la Sunshine Coast. Et je me suis rendu compte que en étant aussi loin que ça de tous mes repères, donc à la fois mes amis, mon pays natal, ma langue natale, mes parents, ça m'émancipait et ça me permettait d'être hyper proche de qui j'étais. Alors à l'époque, je le conscientisais pas. À l'époque, j'avais juste l'impression que je pouvais être qui je voulais et que j'allais expérimenter une partie de moi, ou en tout cas un personnage, peut-être un personnage. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai jamais été aussi proche de moi que dans cette expérience-là. Et à la fois, je découvrais des facettes de moi que je connaissais pas du tout. Donc, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, le voyage me permet ça. Une sorte de thérapie de retour à soi. Ouais, exactement. En fuyant, en fait, finalement, tu te retrouves, quoi. Ça me fait penser à la chanson de Passengers de Let Her Go. Tu vas chanter là? Non. Je l'avais dans ma tête, mais non. Ça m'aurait bien aidé parce que je suis nulle en If you know nom you love her when you let her go. Ah, t'es en train de chanter là, vas-y, voilà. Continue. C'est tout, j'ai pas la suite après. Mais bon. C'est ça, c'est pour quelqu'un, pour l'amour. Bien sûr. Mais en effet, t'as raison, le fait pas de fuir, mais de... Oui, parce qu'on associe souvent à ça, la fuite, mais... mais non, c'est pas forcément, mais c'est de sortir, en tout cas, d'aller en dehors, pour te rendre compte, en fait, de qui tu es vraiment. Et comme tu le dis, de se rendre compte qu'en fait, on est peut-être trop proche après, tu sais, de l'entourage, de ce qu'on a envie de nous faire croire qu'on est. Ouais. Et là, comme on est seul, il faut pas se réinventer, mais se débrouiller tout seul. C'est ça. Et du coup, en fait, on se dit, tiens, je sais faire ça, je sais parler, tiens, j'aime ça. Et voilà, ça nous... Ouais. C'est ça aussi, sûrement, le voyage, qui aide aussi, en effet, à se connaître, à se comprendre, et à se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup de qualités, et qu'on se retrouve aussi à chaque fois, dans chaque voyage, quoi. La confiance en toi, du coup, c'est un sujet qui est... Parce que comment t'étais quand t'étais enfant, du coup? Parce que ce côté sociable, tu l'as très certainement toujours eu. Ça a l'air d'être inné en toi. Après, qu'il soit exprimé ou pas, ça peut être des mécanismes de défense. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Mais comment tu étais enfant? Quel type de petit Alexandre tu étais quand t'étais enfant? Et comment est-ce que, au fur et à mesure des années, tu as pu travailler, ou en tout cas comment tu as pu prendre confiance en toi, en fait? Comment tu as vu que ça se... Comment dire? J'arrive pas à trouver mon mot, mais... se métamorphoser, se formaliser. Ouais, c'est ça, en fait. Comme si ça venait se déposer à l'intérieur de toi, et comme si tu déployais tes ailes, tu vois. Plus qu'un truc, ah ouais, je fais du dev perso, là, j'ai pris confiance en moi. C'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. C'est vraiment plus rassurant. De l'intérieur vers l'extérieur. Mais en premier, l'enfance, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui naissent à l'enfance. Comme tu dis, oui, j'ai toujours été très, tu vois, extraverti, ouvert aux autres, je discutais facilement, mais j'avais très peu confiance en moi. Du coup, j'étais plus le très bon pote que le petit copain, tu vois. Moi, je faisais le mariole,
Et puis ça ramenait des filles parce que c'était marrant, il est sympa, on passe un bon moment. Et c'était mon meilleur ami qui se les tapait à chaque fois. Tu vois. Je lui fais une petite dédicace. Et donc j'ai toujours eu ce côté-là, mais par exemple, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas trop ce que j'étais capable de faire. On en parlait tout à l'heure, mais mes parents, par exemple, alors ils m'ont toujours soutenu dans tout ce qu'il faut. C'est juste que j'avais pas forcément leur confiance totale pour réussir les études, que ce soit le brevet, le bac et l'école de commerce. Donc à partir du moment où t'as cette pression en fait, et déjà moi j'avais pas confiance en moi, si en plus mes parents qui me connaissent le mieux, qui t'ont élevé, ils mettent un doute, même qu'un petit doute. Exactement. Forcément tu te dis si même eux ils ont pas confiance, comment moi je peux avoir confiance en moi. Donc c'était galère, c'était dur. C'était quoi la phrase que tu m'as dit ce midi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Alexandre? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça c'est ma mère qui le répétait souvent. J'étais plus proche de ma mère que de mon père. Malheureusement, je l'ai perdu il y a quelques années en revenant en France parce que je vis en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai toujours été très proche d'elle. Elle m'a toujours soutenu dans tout. Mais c'est vrai que ce côté-là, forcément, je leur montrais pas que j'avais confiance en moi, donc ils doutaient de moi, évidemment. Mais ça m'a aussi, je pense, poussé du coup à me bouger un peu et à essayer de me démerder par moi-même. Et de savoir exactement ce que je voulais faire. Donc c'est arrivé un peu tard, mais voilà, j'ai fait un bac ES, ça s'appelait comme ça, éco, que j'ai eu. Et c'est juste qu'après, voilà, j'ai redoublé 2 fois. J'ai réussi à faire une école de commerce poussée par mon meilleur ami, le même à qui tu ramenais des femmes. Voilà, exactement. Et qui s'est marié il y a pas longtemps. Hein, donc non, ça va. Ça date c'est l'histoire révolue, voilà, pardon. C'est des histoires lointaines, mais c'était drôle. Et j'ai fait la même école que lui et ça m'a beaucoup plu. C'était du commerce, du business, marketing, communication. J'ai trouvé ce qui me plaisait et après j'ai trouvé ma voie. Hein. C'est juste que en effet vers les 30 ans, là vraiment j'étais confiant, je savais ce que je voulais. J'ai trouvé un métier qui me plaisait parce que je me suis mis à mon compte. Mais oui, entre le petit Alexandre de l'époque et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin et voilà, tout est possible, même si t'es en panique, tu sais pas ce que tu vas faire, t'as très peu confiance en toi, tu sais pas prendre la parole, tu ne sais pas parler. Pareil, je bégayais pas, j'avais pas le bégaiement, mais je savais pas quoi dire, je ne savais pas comment prendre la parole. Tu balbutiais quoi. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pas peur, je suis à l'aise, ça me plaît, j'aime bien et voilà. Et ce que je trouve assez dingue en fait, c'est que parfois, tu vois, on aurait pu se dire, regarde, il n'avait pas totalement confiance en tes capacités à réussir, parce que c'est pas en toi, mais en tes capacités à réussir, pour avoir le brevet. T'as eu le brevet. Ensuite, pour le bac, t'as eu ton bac. C'est comme si ça suffit pas. Tu vois, ça a beau venir de l'extérieur, tu l'as, mais il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on peut recevoir de l'extérieur et ce qu'on est capable de ressentir à l'intérieur et de se dire si là, ça y est, maintenant, c'est bon. Et du coup, à quel moment il y a eu ce déclic? Est-ce que tu penses que c'est une suite de plein de choses? Forcément, c'en est une. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, soit une phrase que tu as entendue, un truc, une rencontre ou quelque chose que tu as fait et peut-être qui venait de plus profondément de toi pour que justement ça vienne pas d'une validation extérieure pour te dire si c'est bon, je peux avoir confiance en moi et je peux réussir et parce que je suis capable de. Alors venant de moi, il y a eu une grande chose, un grand acte, c'était de me mettre à mon compte. Quand je suis arrivé en Calédonie, donc mars 2019, j'ai d'abord démarché avant de partir des agences. J'en ai trouvé une, j'ai fait 3 mois là-bas et ça m'a pas plu. J'ai ensuite continué sur une autre entreprise, mais pareil, ça m'a pas plu. Les 2 managements, en fait, étaient catastrophes. Je pensais que c'était les îles, que ça allait être plus tranquillou, mais pas du tout. C'était pire que ce que j'avais connu en France. Et donc là, j'ai rappelé un mec avec qui je bossais en France. J'avais un CDI avec lui, une agence d'inbound marketing, de marketing assez pointu sur tunnel de vente, acquisition. D'accord. Et en fait, là, on a commencé à créer de la formation LinkedIn. On a tourné des vidéos de formation, j'ai commencé à coacher, à trouver des clients sur LinkedIn. Du coup, à distance, parce que lui, il était en France, toi, t'étais en Nouvelle-Calédonie. Alors, il était en France au début, il est allé rapidement au Brésil. D'accord. Et ensuite, on était, du coup, Nouméa, Brésil, avec des clients France, Belgique, Luxembourg, Togo,
Voilà. La donc c'était que à distance. Ouais. Donc là déjà tu te rends compte de tout ça, du potentiel que ça a. Je commençais à me rendre compte que j'arrivais à trouver des clients sur internet moi-même, qu'ensuite j'arrivais à les former, j'arrivais à les coacher, ils arrivent à trouver des clients grâce à moi. Certains ont trouvé des meilleurs jobs. Je sais que j'ai un client qui est passé il a été reconnu sur BFM, il est invité sur BFM parce qu'il était présent sur LinkedIn. Enfin en fait je me suis rendu compte que j'avais quelque chose, que je savais faire quelque chose, je le faisais bien et ça me faisait plaisir. Donc ça c'était le gros déclic. Et ensuite, point de vue des parents, le déclic ça a été que mes sœurs me disent que mon père parlait de moi à ses amis ou quoi en disant que qu'il était fier, juste ça. Et en fait ce mot-là c'était magique. Et ça il me l'a dit, je sais qu'il l'a pensé et qu'il l'a dit à mes sœurs et il me l'a dit ensuite, ça se voyait parce qu'il est de l'ancienne génération et voilà. Mais voilà, c'était le gros déclic et là je me suis dit c'est bon, déjà moi je sais que ça me plaît ce que je fais, j'ai trouvé ma place. Et en plus il y a le paternel qui valide, qui est heureux, qui est content, c'était bon. Et ma mère, elle est partie assez tôt, mais j'étais déjà là-dedans. Elle a vu que ça me plaisait, que c'était bien, enfin que ça fonctionnait pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Alexandre ? C'est bon, c'est un peu plus tranquille maintenant. L'histoire ancienne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire, comme si t'avais lâché. C'est ce que j'entends. Hein. C'est comme si t'avais lâché de recevoir ou d'attendre une quelconque approbation de tes parents et que tu t'étais lancé. Alors, peut-être c'était aussi plus facile ou en tout cas plus safe pour toi de le faire loin parce que comme ça, t'étais pas trop regardé. Il y a un décalage horaire, donc encore moins regardé, très bien. Mais j'entends, je lâche d'obtenir l'approbation. Et c'est comme ça que c'est arrivé à tes oreilles et que ça t'a touché et soutenu. Mais c'était plus dans l'optique de je vais rendre fiers mes parents, mais plutôt tiens, et si moi je me rendais fière et finalement t'as quand même obtenu ce que à minima le petit toi avait envie d'entendre, quoi. Bah c'est ça, de toute façon on vit quand même pour soi. C'est pas tes parents qui vont t'aider toute ta vie et qui vont valider ou contrôler ta vie. Donc évidemment je savais en fait que j'allais toujours me débrouiller, peu importe ce que j'allais faire. J'ai trouvé là quelque chose qui m'allait bien, je m'émancipais, je bossais à distance, c'était sur internet, je commençais, tu vois, à créer du contenu, ça me plaisait bien. Et en effet, j'ai pas attendu la validation. Ma voix a été trouvée, ça me plaisait, je gagnais de l'argent, je payais mes charges avec. Et en effet, c'est arrivé par la suite. Et voilà, ils étaient contents et puis et ça montre bien. Puis je suis devenu en plus, tu vois, après prof. Depuis 3 ans, je donne des cours à l'IUT de Nouvelle-Calédonie en stratégie de communication. Voilà, la revanche, elle est quand même belle parce que j'avais des mauvaises notes. J'étais le gamin au fond de la classe. J'étais pas plus nul que les autres, mais c'était peut-être pas fait pour moi, tu vois, l'éducation classique. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai ce besoin de revenir, tu vois, vers l'étudiant que j'étais à l'époque, donc mes étudiants aujourd'hui, pour leur apprendre les choses. C'est vraiment l'allégorie de la caverne. J'étais un peu dans l'insouciance, dans la non-connaissance. Et en fait, j'ai vu la lumière, j'y suis allé, j'ai appris ce qu'était le monde, comment être heureux. Et maintenant que ça fonctionne pour moi et que j'ai trouvé justement ce qui me plaît, je reviens vers l'étudiant, l'élève que j'étais, pour leur montrer, regardez, c'est pas si compliqué, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez réussir, quoi. Et c'est hyper beau parce que c'est vertueux comme cycle, parce que plus tu transmets et plus tu reçois, en fait. Il y a vraiment cette notion de give and receive, quoi. C'est surtout, je trouve, sur l'enseignement, quand on le fait dans une optique de transmission de toi, ce que tu as pu comprendre, je trouve qu'il y a un retour qui est incroyable. Qu'est-ce que tu leur transmets à tes élèves ? Je parle pas du technique. Qu'est-ce que tu leur transmets ? J'ai envie de leur transmettre parce que je sais pas ce que je leur transmets. J'ai envie de leur transmettre à chaque fois ce que j'ai pu apprendre sur la manière dont il faut voir les choses, on va dire, d'un point de vue pro. Moi, c'est de la communication, marketing, vente. Le fait que il faut en fait surtout d'abord toucher l'humain avant de vouloir vendre ou quoi. Donc c'est-à-dire s'intéresser d'abord à l'environnement, aux clients, à l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, pour être certain que ce que vous allez leur apporter va leur plaire
ça va convenir en fait à leur valeur, à leur feeling. Et ensuite, là, vous allez apporter la touche de votre métier, les techniques, les conseils, les méthodes. Mais c'est d'abord d'avoir cette volonté, cette notion de vouloir aider la personne, de la comprendre et de lui apporter ce dont elle a besoin. Et en fait, c'est ce que j'ai envie et c'est ce que j'apporte à mes clients au quotidien. C'est pas juste je vous forme sur LinkedIn et basta, et vous allez trouver des clients. C'est vraiment d'abord, j'ai envie de m'intéresser à toi qui tu es, parce que en fait, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Simon Sinek, c'est le grand dieu, le grand dieu, et il a tout compris. Enfin, c'est ça, c'est que t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est qu'on est quand même d'abord des humains sociaux avant d'être des entrepreneurs, des qui on veut, enfin du business. Donc c'est d'abord l'humain. Et moi je le dis, dès que je suis au téléphone avec des clients, enfin un premier appel, tu vois, avec des prospects ou quoi, je leur dis tout de suite à la fin si j'ai envie de bosser avec eux. En général, ça se passe très bien parce que grâce au contenu que j'ai pu diffuser un peu partout, sur LinkedIn, YouTube ou quoi, tu partages des valeurs et donc les gens ont ce feeling déjà. Un petit peu, voilà. Mais ça m'est arrivé une fois de dire à la personne, écoutez, je vais pas pouvoir vous aider, je vais vous conseiller quelqu'un d'autre. Mais en toute transparence, je lui ai dit parce que on n'est pas là pour souffrir, quoi, déjà. C'est clair. Et j'ai pas envie de passer de perdre mon temps, de l'énergie à bosser avec des gens avec qui j'ai pas envie, quoi. J'ai pas, tu vois, on n'est pas les mêmes feelings, les mêmes ondes, j'ai pas envie de l'aider, ça me plaît pas. Donc je lui dis. Ouais, carrément. Donc c'est vraiment ça. Par soi, c'est tellement important. Et quand, justement, quand à tes étudiants ou à tes clients, peu importe, en fait, là, je pense que c'est la même base. Comment est-ce que tu fais pour leur permettre de voir qui ils sont vraiment? Comment est-ce qu'ils peuvent se connecter à ça, tu vois? De mon côté, en fait, je me suis pas mal formé, moi, sur le développement personnel. Avec tout ce que ça implique de gourou, de côté négatif, parce que c'est vrai que c'est encore assez peu, malheureusement, répandu. C'est encore assez connoté négativement. C'est leur apporter, en fait, à mes clients ou mes étudiants, justement, leur expliquer que c'est 90% de la confiance en soi. Quoi qu'ils fassent. À partir du moment où tu fais du marketing, de la vente, n'importe quel business, c'est beaucoup du non-verbal et du paraverbal. Et donc, c'est d'abord toi, tes sensations, ce que tu vas évoquer, ton savoir-être. Et si déjà ça, tu ne le travailles pas et t'es pas, allez, on va dire à 98% assertive, sûre de toi, déjà, tu te mets des bâtons dans les roues. Donc, la première chose à travailler pour n'importe qui, c'est d'abord sur soi. C'est ton meilleur capital. Et ensuite, avec Internet, avec tout ce qu'on a autour, tu peux te former, mais sur n'importe quel métier. Donc, acquérir des compétences, ça devient aujourd'hui très très facile. Ça n'est plus avant, il fallait des compétences. Voilà. Aujourd'hui, j'avoue que c'est. Elles sont là. Alors, comme dirait certaines personnes, tu traverses la rue, tu peux en trouver. Aujourd'hui, si t'as intérêt à travailler sur toi d'abord, quand tu vas faire un podcast, t'auras beaucoup plus de passion. On va encore plus te suivre parce que tu crois en ce que tu dis. Et surtout. On a besoin de suivre des personnalités, tu vois. On a besoin d'avoir des mentors, des exemples. Tu vois, on citait Simon Sinek, c'est tout simple. Il dégage quelque chose. On a envie de le suivre. On a envie d'apprendre ce qu'il a connu, de comprendre sa manière de réfléchir. Et donc le mental, la confiance en soi, l'humain, c'est quand même la première chose. À l'époque, pendant 2 ans, quand je faisais des accompagnements LinkedIn, c'était pas que du LinkedIn. C'est pas juste, je vous explique à trouver des clients. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu vends exactement? Quel est ton why? Ton pourquoi tu agis tous les jours? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme changement chez tes clients? Et déjà, si tu sais tout ça, c'est bon. Derrière, oui, tu vas pouvoir aller mettre en place des techniques, des méthodes, mais déjà, tu as la majorité des choses. Tu vas partager tellement de vibrations, d'informations, d'émotions que les gens vont te suivre. Et ensuite, peu importe que tu lui vendes des voitures, des voyages, de la formation, c'est bon. Ton why, il a le même que toi. Bien sûr. Va te suivre, il va payer et il te suivra, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, à mon sens, déjà à l'époque c'était déjà le cas, mais on n'invente rien, quoi. Tu vois, tout existe déjà. Donc exactement. La seule chose que l'on peut, qui nous permet de nous différencier, c'est nous, quoi. C'est comment est-ce que on va adresser nos clients. Et moi, ce que j'aime bien. Enfin, c'est marrant parce que là, on est en train de parler vachement business alors que c'est un podcast cœur, donc ça se voit qu'on est sur du cœur business quand même. Mais c'est vraiment de se dire.
moi, j'ai envie de m'adresser aux gens de la manière la plus naturelle et la plus fluide possible, parce que tu parlais tout à l'heure de on n'est pas là pour souffrir. Ben, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est mieux d'avoir moins de personnes, mais qui viennent vraiment pour qui tu es. Et on en revient au fait d'être pleinement choisi. Et ça marche dans les relations amoureuses et ça marche dans le travail, en fait. Et l'humain a profondément au-delà. Oui, la reconnaissance, elle est importante. Mais en fait, si on va même un cran plus loin, c'est le fait d'être choisi. Mais la plupart des gens ne se choisissent pas eux-mêmes. Donc, si on revient vraiment à la base de la base de la base, tu parlais de confiance en soi. Moi, tu vois, je dissocie la confiance et l'estime de soi. Donc, tu parles beaucoup de confiance. Pour moi, la confiance, elle peut se travailler. On peut mettre en place des choses de manière très mentale. On peut aller travailler tout ça. L'estime, c'est autre chose. L'estime, c'est l'amour de soi. Du coup, sur une balance, comment est-ce que tu places ton estime de toi aujourd'hui versus ta confiance en toi? La confiance en moi, je l'avais déjà bien plus que l'estime à l'époque. Jeune. Aujourd'hui. D'où le fait que tu disais, je croyais déjà que tout était possible, exactement. Même si, ouais. Exactement. Ouais. Mon estime aujourd'hui, elle a bien plus augmenté parce que voilà, je suis fier de ce que j'ai pu réaliser, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu appliquer, connaître, enfin bref, que ce soit pro ou perso. Et les deux maintenant sont à peu près équivalentes, mais elles sont pas du tout au maximum, ça c'est sûr. Oui, c'est un chemin, jamais, c'est un chemin de toute la vie peut-être aussi. Même Gandhi n'est pas au maximum, mais non, clairement les deux ont largement augmenté, l'estime bien plus, mais l'estime ça date d'il y a 3 ans si tu veux. C'était l'année de mes 30 ans, confinement, j'ai énormément compris de choses sur moi et sur les autres, remise en question, des ouvertures incroyables. Par contre la confiance aussi était déjà là, voilà, parce que je savais que quoi qu'il arrive, j'allais pouvoir me débrouiller. Parce que je suis. Ce qui est déjà pas donné à tout le monde. Non, c'est ça, mais je veux dire, j'ai toujours été un yes people. C'est ce que j'appelle. Enfin, j'essaye moi de m'entourer justement. Tu en parlais de yes people, des gens positifs, optimistes, bienveillants. J'écarte. J'ai pas le temps j'ai pas de temps à perdre avec des personnes qui ne correspondent pas à ça. Donc en effet, je préfère avoir de la qualité dans mes relations plutôt que de la quantité. Tu vois là, je suis en ce moment sur Paris, en France. Je reste 3 semaines et demie. Je suis pas rentré depuis 1 an et demi. Les gens que je rencontre, que je vois, c'est parce que j'ai envie de passer du temps avec eux et que ça peut être égoïste, hein, mais je les choisis. Bien sûr. Et c'est des gens qui vont m'apporter quelque chose. Pas forcément m'apprendre, mais m'apporter quelque chose dont j'ai besoin. Tout à fait. Ça me fait penser à la règle des 33% du bonheur. Ah, je la connais pas celle-là. Vas-y. En plus, 33, ça me parle. C'est mon chemin de vie, donc c'est bon, ça me parle. J'ai 33 ans depuis pas longtemps. Oui. Il faudrait en fait côtoyer 33% de personnes qui sont, on va dire, plus jeunes que toi. D'accord. Parce que ça va flatter ton ego. Tu vas en général leur apprendre des choses. Ok. Je suis prof, avec mes étudiants, ça marche bien. 33% de personnes qui sont dans ton environnement, tes amis en général. C'est ta zone de confort. C'est l'équivalent. C'est à peu près équivalent parce que c'est les mêmes études, les mêmes valeurs, ce genre de choses. Et ensuite, 33% de personnes qui sont plus âgées que toi. 10 ans de plus. Ou bien autre chose, qui sont dans des postes, on va dire, un peu plus élevés, mais que ce soit... ou qu'on cheminait sur leur vie et qui peuvent... En termes de sagesse. En fait, là, c'est toi qui reçois, du coup, sur le dernier, c'est toi qui apprends de ça. Et quand tu regardes, en général, tu y arrives, à peu près. Moi, je sais que les cours, en fait, tu vois, en y pensant, c'est vraiment ça que ça m'apporte aussi. Les amis, évidemment, parce que ça rassure et c'est au jour le jour. Mais t'as toujours besoin aussi de te dire, ok, si j'avais que ça... Tu sais, tu prends la grosse tête, tu te dis c'est bon, j'ai tout réussi. En fait, non. Il y a des gens qui sont bien plus avancés, mais au niveau mental, psychique, financier, ça peut être n'importe quoi. Hein. Et tu te dis, bah tiens, est-ce que autour de moi, je côtoie des gens qui, tu vois, si t'as 20 ans, est-ce que c'est des gens qui ont 30 ans, 40 ans? Et en fait, tu te rends compte que chaque jour, ça t'aide à acquérir cette sagesse, ce bonheur, et justement peut-être rattraper le temps que tu n'as pas en face de toi. Du coup, cette règle des 33%, elle est pas mal. C'est hyper, je m'en souviendrai, parce que je pense que je l'applique aussi dans ma vie, mais je la connaissais pas, et je vais bien m'en souvenir avec le mot 33, c'est bon. 33%, les 3/3, c'est très très bien, on est bon. Et tu parlais de tes 30 ans, ça a été une année charnière à plein de niveaux.
si ce qui me vient juste, je le partage comme ça sort. Tu disais précédemment que tu étais très fusionnelle avec ta maman. C'est à tes 30 ans que tu l'as perdue, du coup. Ouais. Et c'est aussi, c'est comme si, en fait, à ce moment-là, l'énergie aussi que tu mettais dans cette relation, tu vois, et donc l'amour que tu lui portais et que tu lui portes toujours, puisque moi, je crois que les gens sont toujours avec nous, d'une certaine manière, mais que tu lui portais, c'est comme si tu le remettais à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, j'entends ça, en fait, qui me vient, mais je le partage comme ça vient. Comme si tu venais te remplir à nouveau, tu vois, avant de pouvoir aussi t'exprimer et te présenter au monde tel que tu étais, tu vois. Comme si un renouveau, une renaissance. Ouais. Carrément. C'était en effet à mes 30 ans. J'étais revenu de Calédonie pour être en France et être auprès d'elle avant qu'elle nous quitte. Et je pense qu'en effet, ça a fait comme une boucle. La boucle était bouclée. J'étais heureux, épanoui. Je pouvais lui montrer que ça allait. Et que elle pouvait en fait partir tranquillement. Et en effet, j'ai beaucoup. C'est elle qui m'a éduqué, si tu veux. Mon père bossait beaucoup trop ou pas assez, c'est comme on veut, mais il a bossé pour nourrir toute la famille et je lui en veux pas du tout. C'est simplement que je passais plus de temps avec ma mère. C'est elle qui m'a éduqué, avec mes 2 sœurs. Donc, des femmes. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu toujours cette sensibilité. Donc ça m'a peut-être joué des tours pour la confiance en moi, mais je préfère être plus sensible que pas assez. Et en effet, ça, je lui dois sur ce côté relationnel aussi avec les autres. Alors, mon père l'est tout autant. C'est juste que c'était pas la même manière de le faire. C'est ça. Et comme on disait, une autre génération. Donc, nos parents et nos papas, en fait... c'est pas qu'ils sont moins connectés, c'est à l'intérieur. C'est ça, c'est caché, on sort pas. C'est caché, c'est plus réservé. Si tu pleures, t'es une merde. On ne parle pas des émotions. Tu l'as entendu ça quand t'étais petit? Pas ces mots-là exactement. Mais en tout cas, cette notion, cette mentalité. C'était ok pour tes sœurs, mais c'était pas ok pour toi. Ou c'était les trois, où fallait pas trop pleurer, pas trop montrer. Je sais pas pour mes sœurs, mais oui, c'était cette mentalité. On n'était pas frustrés, on disait, tu vois, on pouvait partager ce qu'on voulait, mais c'est juste qu'il y avait des sujets tabous. Moi, je le voyais aussi de mes grands-parents, donc j'ai compris que mon père avait connu ça aussi avec ses parents. Donc forcément, ça n'aide pas. C'était quoi les sujets tabous? C'était, tu vois, le sexe. Quand il y avait une scène de sexe à la télé, il fallait limite changer de chaîne ou tu vois, c'était des choses comme ça. De parler déjà de sexe, j'en parlais jamais avec mes parents. Les amours, tu vois, oui, on en parlait, mais c'était plus avec ma mère que j'allais en parler plus facilement. Mais voilà, ma mère parlait plus facilement de tout et de rien. Mon père, c'était plus, alors qu'il est très familial, très ouvert avec tout le monde, mais juste voilà, c'était une culture qu'il a eu aussi, éduquée comme ça, et c'était plus dans d'être réservé, quoi. Garder pour soi. Mais I feel you. Et ce côté justement plus on va dire plus féminin, mais qui est en fait une partie d'énergie féminine, mais qui n'était pas du tout accompagnée et abordée à l'époque. Je pense que tu vois, t'es 90 et on est globalement de la même génération. Et je pense que nos parents ont toujours fait de leur mieux parce que eux-mêmes n'avaient pas reçu les clés, les codes, etc. Mais il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé pour les hommes qui avaient déjà en fait conscience de cette partie émotive, émotionnelle et sensible, et donc intuitive, et qui est une super qualité, mais cette partie a été réprimée, surtout que quand on imagine des groupes de mecs entre vous là, franchement, c'est en mode testos, il n'y a pas trop de place à la sensibilité et à tout ça. Et tout l'objectif du podcast, c'est il y a toujours cette notion de sensibilité et toujours cette notion de j'ai fait la paix avec cette partie-là que peut-être je réprimais ou que je mettais sur le côté ou que je pensais qu'il me jouait des tours, parce qu'en fait c'est une super force. Totalement. Cette sensibilité, pour moi, c'est l'énergie féminine, c'est aussi l'intuition. Et c'est elle qui fait que, très certainement, quand tu connectes avec des gens, tu sens tout de suite si c'est bon, si c'est pas bon. T'attires à toi les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Tu vas capter des choses où on n'a pas besoin de parler 1 million d'années pour que tu puisses capter, en fait, ce qui n'est pas dit. C'est ça. Et ça, c'est un vrai
talent parce que c'est à l'intérieur de toi, mais quand c'est pas intégré, ça, genre, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu vois, j'étais avec ma sœur, elle m'a offert en fait une session de surf dans Paris. Je fais de la pub, j'ai pas de code promo ou quoi, mais Wave in Paris dans le 15e, rue du Commerce, rue de la Croix-Niver exactement, dans le 15e. Ok, ouais. Elle m'a offert ça, elle m'a fait découvrir ça en fait il y a 2 ans, quand je suis rentré aussi de France. Pourquoi je te dis ça? Parce que juste après on était au resto et on regardait le match de l'équipe de France de rugby et il y avait un mec à côté. Et on a discuté tous ensemble, mais plus moi, parce que on parlait, on était à côté de rugby, et puis voilà, je m'entendais bien avec lui. Et après, elle m'a dit, c'est fou, toi, c'est vraiment, t'as le langage facile, la relation facile, et c'est vrai que c'est naturel en fait, instinctif. Et ça, je l'avais toujours eu. Et je me faisais des amis très facilement en fait, en colo, en centre de loisirs ou ce que tu veux. Et ça, oui, clairement, ça vient de ma mère. Et ce côté aussi empathie, ou en tout cas de cerner comment sont les gens. C'est vrai qu'en 3 secondes, un peu comme un recruteur, j'arrive à voir est-ce que cette personne va me plaire, est-ce que je vais passer un bon moment, est-ce que est-ce que ça va être des bonnes vibes, est-ce que c'est cool. Et en effet, je le vois tout de suite. Et sinon, ok, non, pas la peine, on s'écarte. Et je le retrouve aussi au côté business. Bien sûr. Parce que, je disais, je fais pas mal de contenu sur LinkedIn et sur YouTube. Et ça revient à un autre sujet dont on parle depuis le début. C'est vraiment le personal branding, la marque personnelle. C'est qu'aujourd'hui, en effet, ce qui va te démarquer des autres, c'est toi, ce que tu dégages, tes valeurs, tes émotions, tout ça. Et donc, dans le contenu, dans les podcasts, dans les vidéos, peu importe le médium, tu vas évoquer toutes ces ondes-là. Et c'est ça qui va attirer les personnes. Et donc, si déjà tu peux les envoyer avant de cerner les autres, avant de recevoir un peu les autres, si déjà toi t'envoies les tiennes un peu partout, et hop, tu récupères en fait des gens qui correspondent à ces feelings-là. Exactement. Et du coup, plutôt ça que match, de quoi. Répondre. C'est ça. Là, il y a une stratégie de proaction en fait. Ouais. Tu t'envoies un boomerang et il te revient parce que les personnes ont les mêmes sensations, quoi. Mais totalement. Et vraiment ça à tous les niveaux, parce qu'une fois encore, je crois tellement qu'on est que oui, des fois on parle du business, puis on revient à des trucs très perso, parce que pour moi c'est toi qui tu es, c'est moi qui je suis, donc ça c'est tout pareil. Mais si on devait l'appliquer sur les relations, donc particulièrement sur les relations, il y a quelque chose peut-être qu'on fait pas forcément, tu sais, de manière consciente avant de se manger quelques tuiles, c'est de définir des standards, de poser des limites, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Je pense qu'on ne nous l'apprend pas en fait. On l'apprend dans l'expérience et à force de certaines expériences, tu dis ça je le garde, ça je l'enlève, ça j'en veux absolument plus, etc. Mais en fait, la vie, à mon sens, elle nous demande de nous positionner. Parce que si toi, tu te positionnes pas, il y a personne qui t'attend. Donc forcément, tu vas être que dans une stratégie de réponse. Ah elle m'a bien aimé. Ouais, mais est-ce que toi, en amont, tu t'es dit, cette fille-là, je l'aime vraiment bien, ou je voudrais ça avec cette personne-là. Et donc, t'as l'impression d'être comme une girouette, tu vois. Et dès que tu poses des standards, une vision, ce que t'as envie de voir, tu vois, et que tu as le courage d'émettre en fait dans l'univers ce que toi t'as envie pour ta vie, c'est là que tu peux répondre à nouveau, mais parce que t'as pris le lead en amont. Donc je trouve que ça me fait penser justement au plan de vie. Le fait de justement te poser et te dire ok, qui je veux être en fait dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le simple fait de mettre des mots dessus et de prendre du temps surtout de le faire, c'est un exercice pas facile, mais de se dire ok, aujourd'hui, si je fais un peu le bilan de ma vie, quels sont les adjectifs qui me définissent? Moi, tu vois, si je le fais, c'est sportif, prof, frère, ami, témoin, tout ce que tu veux. Dans 10 ans, est-ce que je veux les mêmes? Est-ce que j'en veux d'autres? Qu'est-ce que je veux comme autre adjectif? Peut-être que je veux être conférencier, sportif de haut niveau. On les marque, on les note. Et entre ceux qu'il y a aujourd'hui, ceux qu'il y a dans 10 ans, est-ce que je dois en enlever? Est-ce que je dois en rajouter? Ok. Si je dois en rajouter, comment je vais faire pour y arriver dans 10 ans? Donc, dans 10 ans, ça fait loin. Mais si tu coupes les 10 ans en petits pas, en quick wins, tiens, tous les ans, il faut que j'ai réalisé ça. Donc, dans 2 mois, il faut que je sois là. Dans 3 mois ici, dans 5 mois ici. Et finalement, tu maîtrises ta vie, tu sais où tu vas. Et ça te permet d'être, en effet, comme tu dis, proactif. Et non pas dans, je sais pas, ça arrive et on verra bien. Alors, ça peut être le style de certains aussi, mais si tu veux maîtriser un minimum et être dans le contrôle pour être certain que tu seras heureux et là où tu veux aller, tu as intérêt à faire ça. Oui, puis surtout pas te contenter de miettes, quoi.
Ouais, c'est ça. Parce que le cerveau humain, l'âme, elle est grande et c'est elle qui, quand on se connecte à qui l'on veut être, qui nous emmène même dans des superlatifs que le cerveau, à l'instant T, se dit doucement. Et donc, le cerveau, lui, basé sur il faut surtout pas sortir de la zone de confort parce que là, je me sens bien et je veux faire en sorte que Fanny ou que Alex restent dans leur petite zone de confort parce que c'est très, très confortable pour le système nerveux. C'est là, en fait, on vient créer un décalage et on peut venir se contenter de miettes dans la vie en disant quand même, par rapport aux autres, je suis pas si mal. Cette phrase, je l'entends, on peut se dire waouh, c'est humble, etc. Mais par rapport à soi-même, elle est tellement dure à dire. Totalement d'accord. Moi, alors ça, tu vois, le déclic, c'est moi aujourd'hui, mon principal concurrent, c'est moi-même. Il y a une semaine, 2 semaines, 3 ans. Les concurrents, enfin les autres, c'est très bien. Chacun ils n'ont pas le même parcours, le même état d'esprit, le même avancée, les choses qu'ils ont vécues de positives ou négatives. La seule personne avec qui je vais me comparer, c'est moi, ce que j'étais il y a 1 an. Et est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai compris? Voilà. Parce que sinon, en effet, tu n'avances pas. Ouais, si tu fais que regarder ce que font les autres, c'est juste une petite caresse pour rester à cet endroit-là. Et ça, c'est uniquement, je dis, le système nerveux qui ne veut pas sortir parce que il ne sait pas comment faire, en fait. Je crois que le système nerveux a presque encore plus de mal à accepter l'abondance, le succès, le fait de briller que de rater. Parce que de rater, c'est comme si on est déjà préparé, puisque c'est ça exactement. Mais de réussir, c'est pas facile. Et ça demande beaucoup de courage, en fait. Beaucoup plus de choses, d'intensité, de boulot, de persévérance, de réfléchir et d'être au top tout le temps. Et tu sais, là, je suis en train de faire une connexion qui est... Tu t'es dit, la question que je me pose, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être? Tu vois, c'est le mot être. C'est le verbe être, pas le verbe faire. Quand on est petit, à l'école, qu'est-ce que tu as envie de faire? Exactement. Et qu'est-ce que tes parents te disaient? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ouais, exactement. Et en fait, c'est pour ça... Ah, j'en ai des frissons. C'est pour ça que être et faire, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Le mieux, c'est sûr que c'est de faire quelque chose qui découle de notre être. Mais la plupart du temps, on découvre notre être plus tard. Donc, on fait d'abord... Ce qui est quand même dingue. Ce qui est hallucinant. On se met tout seul des bâtons dans les roues. Et je me dis, mais cette phrase-là, bien sûr, enfin pour moi, elle a une résonance parce que c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, on part de l'être, ça part de soi et tu vas faire des actions, mener des actions vers l'extérieur. Mais ça a encore plus une résonance par rapport à ce que tu as entendu quand tu étais plus jeune et par rapport au fait que tu transmettes à des jeunes aujourd'hui ce qu'ils ont envie d'être et pas de faire. Le faire vient en second. Là où peut-être un client ou un jeune veut arriver avec un métier clé en main ou un client avec une réponse tout de suite. Et là, tu dis, attendez. Ouais, parce que malheureusement, c'est la société qui veut ça. Et qui dit, mais tu vas faire quoi, toi, comme métier? C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois, tu rencontres quelqu'un. Ce qui est horrible. Dans les 3 premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais ce qui est horrible, moi, je préfère, tu vois, quand je bossais dans un espace de coworking, au début, les premières questions qu'on posait, c'était, c'est quoi tes hobbies? C'est quoi tes loisirs? Et moi, en formation, c'est ce que je fais. C'est nom, prénom. Enfin, non, pas le nom de famille, je m'en fous. C'était prénom et je sais plus le deuxième. Mais le troisième, c'était tes loisirs. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et ça connecte complètement différemment avec la personne. Ça connecte totalement différemment, mais quand je pose la question, la plupart des gens ne savent pas quoi répondre. Très souvent. En entreprise, en banque ou quoi, et les gens disent, je m'appelle Magali et je sais pas, et donc je suis obligé de poser des questions, mais vous faites quoi le week-end quand vous travaillez pas? C'est quoi vous? Et c'est ça qui est fou, c'est que les gens, même sur eux, ils ne savent pas. Et en fait, ça renvoie aussi au why. Tout à l'heure, on parlait du why de Simon Sinek. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Je bosse dans une banque. Ils savent le définir. Comment tu le fais? Je sais, je bosse avec machin, avec un truc. Mais pourquoi tu le fais? En fait, je sais pas. Parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Ah, ok. Mais est-ce que ça correspond à ce que t'as envie d'être? Ah ouais, bon, alors là, c'est trop compliqué. Donc en fait, finalement, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est facile d'être faible parce que la société nous pousse simplement à avoir un travail, à payer nos charges. Mais alors, de réussir à être ce qu'on a envie d'être, déjà, il faut savoir qui on a envie d'être. Bien sûr. Se poser la question. Déjà, ça vient pas en un claquement de doigts. Et ensuite, se dire, ok, j'ai envie d'être ça. Et est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est compliqué. Mais t'as raison, il faudrait poser la question d'abord, qui veux-tu être, en fait? Et je sais que un jour, quand j'aurai des enfants, je leur dirai pas qu'est-ce que tu veux faire comme métier, pompier ou machin ou non. C'est qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie, quoi.
Et d'aller créer finalement son propre métier, ou en tout cas d'aller trouver, ok, par rapport à ce que j'ai envie d'être, il y a ça, ça et ça qui peuvent correspondre. Et est-ce que le comment, parce qu'il y a aussi le comment qui est important, est-ce que le comment ça correspond? Ah ouais, donc je préfère bosser en extérieur, bon, il faut que je fasse ça. Carrément. Et je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, ça correspond exactement à, enfin, si tu veux être, j'en sais rien, écrivain, de personne célèbre ou connue pour du sport ou quoi, et bah ok, derrière, si tu veux être écrivain, mais en fait il y a des tonnes et des tonnes de moyens d'y parvenir. Tu vas pouvoir faire plusieurs métiers qui vont te permettre à la fin d'être écrivain. Bien Donc sûr. en fait tout n'est pas tracé, ça va correspondre en fonction de chacun, et je trouve ça en effet beaucoup plus intéressant de partir sur l'être, la personne, et ensuite peu importe ce que tu vas faire, on s'en fout en fait. C'est beaucoup plus, enfin, à la fin de ta vie, tiens, bah, j'étais banquier, ok, bah, c'est génial. Non. À la fin de ta vie, c'est, ok, j'ai réussi ça, je voulais être comme ça, voilà, on se souvient de moi comme étant, j'en sais rien, tu vois, généreux, altruiste, fidèle, solidaire. Bah, c'est des valeurs d'abord humaines, et c'est pas lié à un métier, en fait. Donc, c'est plutôt ça qu'on va retenir. Carrément. Tu te vois où quoi, être qui, dans 10 ans? Je savais que t'allais me poser la question. Ah ouais? Dans 10 ans, moi, je me vois bien, en fait, l'évolution de ce que je fais déjà, c'est-à-dire, un mélange de conférencier, consultant, pour aider les professionnels, mais aussi, enfin, en fait, n'importe qui, peut-être, à trouver leur voie et être aligné pro et perso. Et savoir ce qu'ils veulent et savoir comment mettre en place justement les actions chaque jour, pro et perso, pour être heureux et qu'ils puissent en vivre tranquillement, quoi. Oui, donc c'est pas que pour les pros. Non, c'est pas que pour les pros. Aujourd'hui, ça l'est plus. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, c'est le côté technique, business que j'aime bien. Mais sûrement à force, je sais que ça peut être inspirant et que ça peut se transposer en fait au perso. Donc pourquoi pas. Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi que ça rassure d'avoir, pour l'instant en tout cas, plus le domaine professionnel, parce que ça met une distance, une barrière, mais tu sais, c'est moins. Ça touche moins en fait. Alors même c'est même pas pour ça. C'est même pas pour ça. Non, ça me gêne pas. D'accord. C'est plutôt pour le côté en fait rassurant économiquement. D'accord. Tu vois, c'est que je me dis non, aujourd'hui je bosse avec des pros, enfin pour du pro, et je suis rassuré vis-à-vis de ça, parce que c'est toujours la phrase de ma mère qui résonne. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, tu vois? Et dans le sens comment on va t'aider à être indépendant, autonome dans ta vie, tu vois. D'accord. Et moi je le voyais surtout de manière financière, pécuniaire, Donc en fait, je pense que c'est ça. D'accord, ok. Mais c'est pas du tout pour le côté perso, parce que ça me dérangerait pas de me dévoiler ou de me travailler sur moi, tu vois. Mais je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est vraiment la peur, tu vois, d'être démuni, de pas pouvoir vivre de moi-même. Et ça, c'est la petite peur des entrepreneurs, tu vois, au début quand tu te lances, de se dire, bah merde, la sécurité financière, c'est compliqué, quoi. Et je pense qu'on l'a tous à plus ou moins grand niveau, mais c'est le propre. Tu vois, avant d'être à mon compte, quand je lisais, oui, l'entrepreneuriat, c'est en gros du développement personnel H24, et tu vas tellement apprendre sur toi. Puis c'est pas que je le questionnais, mais je m'étais dit, ah bon, voilà, c'était un peu c'était un point d'interrogation, mais j'avais pas de jugement. Ah bah je peux dire que oui, t'es obligé, parce que t'es confronté toujours à ta vérité, à tes peurs, à tes doutes. Et à tout le temps savoir, enfin moi je sais que j'ai une valeur authenticité qui est hyper importante, et je suis ok, tu vois, d'avoir des peurs et de pas savoir le mois prochain, etc., tant que je suis dans le vrai. Parce que c'est, à mon sens, c'est ça le plus difficile, mais le plus noble. C'est de continuer à être dans un alignement, même si c'est difficile, de continuer à avoir foi en soi, parce que c'est pour ça que je suis à mon compte, parce que je gagnais mieux ma vie quand j'étais salariée. Donc c'est pas financier, c'est vraiment, est-ce que c'est possible de vivre de ses idéaux, de ses rêves, en se remettant en question, en s'alignant. Et bien entendu, moi je crois que quand t'es aligné, tu crées de la valeur monétaire, parce que je pense quand même qu'on est soutenu. Alors en fait, je partage totalement ça aussi. C'est ce côté quoi qu'il arrive, je préfère être droit dans mes baskets et vouloir faire ce que j'aime. Et je sais que derrière, ça ramènera de l'argent, des clients. Mais au moins, je serai heureux avec ce que je fais.
Et en effet, comme tu dis, se battre pour se dire, ok, on peut faire ce qu'on veut et tu peux vivre de ça. Ouais. Mais c'est vrai que le premier niveau, c'était plus, tu vois, économie, se rassurer là-dessus. Et en effet, le deuxième, c'est ça. Totalement. Toi, t'es issu d'une famille plutôt d'entrepreneurs ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Mes parents, c'est salariés à fond. Mon père a fait une prépa, école de commerce aussi. Donc lui, si je faisais pas de prépa, j'étais mal vu déjà. Donc ça va, j'ai fait une école de commerce, bon, pas très connue, mais ça allait. Non, lui, il a fait 30 ans en banque. Ma mère a bossé aussi 30 ans dans un hôpital, tu vois. Okay. Donc c'était non, vraiment autour de moi, personne dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ça m'était jamais venu en tête de faire ça. Ouais. J'avais pas d'exemple, tu vois. Mais avec des rencontres, j'ai eu un prof qui était incroyable, qui avait revendu sa boîte à IBM à l'époque de conciergerie et d'entreprise. Ensuite, en fait, la vraie rencontre, le déclic là-dessus, c'était Florian Pouvreau. D'accord. Que j'ai rencontré, avec qui j'ai bossé du coup en inbound dans une de ses agences à Clichy, après mes études. J'étais en CDI avec lui, tout allait très bien, c'était génial. C'est là qu'après je suis parti en voyage. Que tu as rappelé. Exactement. Après, oui, c'est avec lui que j'ai lancé l'agence sur LinkedIn. Une figure de mentor un exactement, peu. Hein. C'était mon mentor. Qui à 16 ans, si tu veux, il a développé plusieurs business et il était à fond, il se développait de partout, digital, machin, enfin voilà, c'était vraiment l'exemple. Et grâce à lui, j'ai compris que c'était totalement possible de développer un business en ligne, à distance, et de gagner sa vie avec, et de s'éclater, quoi. Et donc c'est grâce à lui aussi que je me suis dit, tiens, mais en fait, salarié, ça me saoule. Pour rester poli, parce qu'en fait c'est pas toi qui choisis avec qui tu travailles, tu dois tout le temps rendre des comptes, tu ne choisis pas ton emploi du temps, voilà, ça peut plaire à certains, hein, et t'as d'autres entreprises qui sont plus flexibles là-dessus, mais moi ça ne me plaisait pas, et en fait on s'est bien trouvé, c'est là qu'on a lancé l'agence LinkedIn, et là c'était j'avais pas 30 ans, tu vois, peut-être 27. Peut-être que Donc on en revient aux 27 ans. Ouais, je sais pas si c'était ça. Il faut que je regarde. Que je regarde l'année, mais sûrement. Ouais. Et du coup, vrai déclic. Et là, c'était génial. J'ai trouvé exactement ce que je voulais faire. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Je bosse de chez moi en Nouvelle-Calédonie, avec des clients qui sont France, Luxembourg, Belgique, tout ça. Certes, il y a la distance, mais je les ai jamais rencontrés. Je les ai trouvés sur LinkedIn. Je les coach en visio. Et je les aide à trouver des clients, ils sont heureux, ils me le disent, ils sont contents, enfin c'était incroyable, je découvrais un truc incroyable. Ouais, et là il y a plus de frontières, quoi, c'est vraiment, on est en mode le tout est possible, c'est le plafond de verre qui pète dans la tête et qui pète dans la matière aussi, puisque là c'est digital. Donc, et puis après tu vois, ça m'a aidé à lancer d'autres choses. J'avais créé un mastermind YouTube avec un ami vidéaste. On avait créé une page de vente en ligne, en un post LinkedIn on a trouvé déjà pas mal de clients, enfin c'était waouh, en fait tu peux tout faire, il y a plus de barrières limitantes. Ensuite, c'est le développement un peu perso qui s'est rapproché, où j'ai rencontré plein de monde, un coach, j'ai découvert plein de disciplines et j'ai appris beaucoup. Et là, c'était encore plus fou, quoi. Clairement. C'est beau. J'aime trop ces chemins comme ça, parce qu'en fait, tout s'imbrique, mais à la perfection, et qu'il n'y a pas d'erreur de parcours. Bon, il y a des fois des parcours qu'on dit plus lents, mais parce que aussi, certainement, il y a eu besoin, en fait, de ce temps-là. Et vraiment, je crois que pour terminer, on va dire, notre conversation, c'est ça, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvais, de bon timing, il n'y a pas de je vais plus vite que, je suis trop lente. Il n'y a pas ça, en fait. Il y a juste ce que l'on est, ce que l'on est venu faire. Et il y a par contre quelque chose qui, je pense, est de notre responsabilité, c'est de développer la foi en nous et l'amour, quoi. L'amour qu'on se porte, parce que ça, par contre, si on l'attend de l'extérieur, alors ça viendra pas. Tout le monde et encore plus, je trouve, dans la société aujourd'hui et les temps que l'on traverse, on a besoin de venir vraiment remplir d'abord notre réservoir d'amour et de foi avant d'aller le transposer, en fait, autour de nous. On est tellement dans une société du jugement, de comparaison, quoi. T'as intérêt d'abord à te blinder toi-même. Et en effet, personne n'a l'obligation de croire en toi à 100%. Sauf que toi, t'es obligé de le croire. C'est ça. De le faire. Donc, c'est d'abord travailler ça. Ouais, clairement. Et surtout, c'est ton meilleur capital. Si déjà t'as confiance en toi, t'as une estime de toi qui est au top, derrière, en fait, tu pourras faire ce que tu veux. Peu importe le métier dans lequel tu veux être. Si aujourd'hui t'es pas heureux dans ce que tu fais, et si déjà t'as confiance en toi totale, en fait, c'est pas grave. Tu sais que tu vas y arriver, tu vas apprendre,
tu vas changer de métier. Tout n'est pas linéaire, quoi. C'est ok de rebondir, c'est ok de bifurquer, c'est ok d'expérimenter. Exactement, il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de c'est pas parce que t'as 30 ans et que t'es en finance et que t'es triste que c'est la fin du monde, voilà. Et ça marche pour le pro, le perso. Hein. Ouais, les deux. Hein. Clairement, c'est juste pareil, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux, mettez les bases, juste prenez du temps pour vous en fait, pour réfléchir à ça, parce qu'on prend jamais de temps pour soi. Même si vous faites du sport ou de la lecture ou quoi, tu t'as calé cet instant, mais en fait tu réfléchis pas sur toi. C'est ça. Ouais. Et puis c'est à nouveau du faire. C'est ça. Donc tu vois, si c'est un empilement en fait de choses que tu fais, il y a aucun moment où tu as des espaces de vide où tu peux vraiment qu'est-ce qui m'appartient pas, et qui je suis vraiment quand je suis pas en train de faire du sport, quand je suis pas en train de faire mon activité professionnelle, et quand je suis pas le papa, le conjoint, le mari, le frère, est-ce que tu veux quoi. Et je trouve que en tout cas c'est tout l'objet. Donc retenez bien la question. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Qui voulez-vous être? Et non pas qu'est-ce que vous voulez faire. Ouais. Non, qu'est-ce que vous allez faire. Magnifique. Alex, la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens après cette conversation qu'on a passée ensemble? Très bien. C'est toujours agréable de parler de soi, évidemment. Ça fait du bien. D'avoir pris le temps de le faire. Tout à fait. Dans tes 3 semaines en France, merci de l'avoir fait. Merci à toi aussi de m'offrir ce moment. De remise en question, d'éclaircissement, de pouvoir en parler. Et non, c'est très très agréable. Ça fait du bien parfois justement de se poser et de se remémorer tout ça, de remettre des mots dessus. Et puis si ça peut en aider certains, c'est tant mieux. Carrément. Merci beaucoup et puis bonne fin de séjour sur Paris et bon retour en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. À bientôt.